Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 1 de janvier 2020. Nous sommes ravis de vous retrouver depuis 1978 pour entamer ensemble la 43e année d'édition de notre publication. Nous allons vous présenter successivement les principales mesures de la loi de finances pour 2020 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Bonne écoute à toutes et à tous et n'hésitez pas à nous demander le texte officiel à la base des informations enregistrées si vous en avez besoin. LF 2020, présentation générale. En 2020, les impôts des particuliers vont diminuer avec la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, la suppression du dernier tiers de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables et la poursuite de la défiscalisation des heures supplémentaires. De ce fait, en 2020, les prélèvements obligatoires sur les ménages diminueront de 9,3 milliards d'euros, soit une baisse historique de 20,6 milliards d'euros depuis 2017. Quant aux prélèvements obligatoires sur les entreprises, ils diminueront aussi, mais moins sensiblement. Baisse de 1 milliard d'euros, hors contre-coup de la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales, soit une diminution de 9,4 milliards d'euros depuis 2017. Pour le gouvernement, la maîtrise de la dépense affichée dans ce budget 2020, conjuguée au renforcement de la lutte contre la fraude, permettra une réduction du déficit public à moins 2,2% du PIB, son plus faible niveau depuis 2001. Présentons d'abord les mesures fiscales concernant les particuliers de la loi de finances pour 2020. Barème de l'impôt. La LF 2020 n'apporte pas de changement au barème de l'IR au titre des revenus de 2019. Il comporte toujours 5 tranches avec des taux d'imposition respectifs de 0%, 14%, 30%, 41% et 45%. Seules les limites de chacune de ces tranches sont relevées de 1%. Bons à savoir sont désormais considérés comme étant domiciliés fiscalement en France les dirigeants exerçant des fonctions exécutives dans des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros. Baisse de l'impôt sur le revenu de 2020. Mesure emblématique de la loi de finances pour 2020, la baisse de l'impôt sur le revenu, annoncée par le gouvernement suite aux manifestations des Gilets jaunes, se traduit par une réduction du taux de la première tranche du barème applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter de l'année 2020. Retenez que le barème de l'impôt applicable aux revenus de l'année 2020 comportera 5 tranches. Par rapport au barème applicable aux revenus de l'année 2019, le taux de la première tranche du revenu imposé sera ramené de 14 à 11% et les limites des tranches intermédiaires resserrées. Cette mesure ne doit produire ses effets qu'en 2021, lors de la liquidation et du paiement de l'impôt 2020. La LF 2020 anticipe cependant l'avantage financier qu'elle procurera en adaptant le taux du prélèvement à la source, le PAS, applicable dès le 1er janvier 2020. Ainsi, les prélèvements à la source opérés en 2020 le seront soit par l'application du taux du PAS de droit commun tenant compte de la baisse d'impôt, soit, le cas échéant, par l'application de grilles de taux par défaut tenant également compte de cette baisse. Suppression de l'étalement d'indemnités de retraite et droits CET. À compter de l'imposition des revenus de 2020, sera supprimé le dispositif de l'article 163A du CGI qui permet d'étaler sur 4 ans, l'année de perception et les 3 années suivantes, l'imposition de la fraction taxable
des indemnités de départ volontaire à la retraite, départ à l'initiative du salarié, de mise à la retraite, départ à l'initiative de l'employeur, ainsi qu'en application de la doctrine des indemnités de départ en pré-retraite, des droits inscrits à un compte épargne-temps, CET, utilisé pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collective, PERCO, ou un plan d'épargne d'entreprise, PEE, et de l'indemnité compensatrice de délai congé, préavis, lorsque celui-ci se répartit sur plus d'une année civile. Oui, et autrement dit, pour l'avenir, le seul moyen d'atténuer la progressivité de l'impôt sera de demander l'application du système du quotient. CITE. À partir du 1er janvier 2020, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, CITE, se transforme pour devenir une prime appelée MaPrimeRénov'. Ce nouveau dispositif concerne les ménages modestes dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil, fixé en fonction de la zone géographique et de la composition du foyer. Le plafond de cette nouvelle aide est désormais fixé à 2 400 € pour une personne seule et 4 800 € pour un couple soumis à une imposition commune, marié ou pacsé. Le montant de la prime dépend à la fois du type de travaux engagés et du revenu fiscal du foyer. Le CITE ancien est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020, mais pour les seuls ménages aux revenus intermédiaires propriétaires du logement qu'ils affectent à leur habitation principale. Notez au passage que sont donc maintenant exclus du CITE les locataires et les occupants à titre gratuit du logement qu'ils affectent à leur habitation principale. Pour simplifier le calcul de l'avantage, les 3 taux de crédit d'impôt actuellement applicables sont supprimés. Chaque équipement, matériel, appareil ou prestation éligible se voit attribuer un montant forfaitaire de crédit d'impôt, pause incluse. Le CITE sera ensuite supprimé pour 2021 et remplacé par une prime. À noter aussi que la réduction d'impôt Pinel sera recentrée sur les bâtiments d'habitation collectifs pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, la réduction d'impôt pour les investissements dans des logements d'habitat individuel sera supprimée à compter de cette même date. Déclaration des revenus. Une nouvelle date limite de déclaration des revenus est prévue. Ce sera désormais le 2e jour ouvré suivant le 1er avril. Notez que la déclaration de revenus ne sera plus systématique. Les contribuables pour lesquels l'administration dispose des informations nécessaires à l'établissement de leur impôt sur le revenu pourront se contenter de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations. À partir du 1er janvier 2020, la réforme du prélèvement à la source s'applique sur la rémunération versée aux salariés à domicile. Elle sera mise en œuvre selon les modalités simplifiées par l'intermédiaire des dispositifs CESU et Page Emploi existants. Impôts locaux. Taxe d'habitation. La taxe d'habitation sur les résidences principales sera progressivement supprimée. Les contribuables non concernés par l'allègement sous condition de ressources bénéficieront d'une exonération de 30% en 2021 et de 65% en 2022, tous les redevables étant totalement exonérés en 2023. Cette suppression s'accompagne d'une réforme du financement des collectivités territoriales. À noter que la révision des évaluations foncières des locaux d'habitation sera reportée à 2026. Basée sur les loyers constatés au 1er janvier 2023, elle sera assortie d'une procédure de mise à jour permanente. Taxe foncière. La part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera transférée aux communes dès le 1er janvier 2021.
Mesures pour les entreprises de la loi de finances pour 2020. En 2020, les entreprises bénéficieront d'une baisse d'impôts supplémentaire de près de 1 milliard d'euros, hors contre-coup de la réforme du CICE. Le taux de l'impôt sur les sociétés continuera à diminuer pour atteindre 25% en 2022. Poursuivant la logique de soutien aux commerçants et aux artisans en difficulté dans les zones de dévitalisation commerciale, la loi de finances pour 2020 donne par ailleurs la possibilité aux collectivités territoriales d'instaurer une exonération de cotisation foncière des entreprises, CFE, de taxes foncières sur les propriétés bâties, TFPB, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, à destination des petits commerces dans les communes rurales et les centres des villes moyennes. Nouveau seuil à connaître en ce qui concerne les limites d'application du régime micro-BIC. Elles sont les suivantes pour les années 2020 à 2022. Vente de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestation d'hébergement, 176 200 €. Autres prestations de services, 72 600 €. En micro-BNC, le seuil d'application de la déclaration contrôlée passe à 72 600 € pour les années 2020 à 2022. De même, les limites d'application du régime réel simplifié, BIC et TVA, et de la franchise en base de TVA sont réévaluées pour les années 2020 à 2022. Trajectoire modifiée de la baisse de l'IS. La LF 2020 modifie une nouvelle fois la trajectoire de la baisse du taux normal d'impôt sur les sociétés en 2020 et 2021 pour les seules grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 250 millions d'euros. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, conformément à l'engagement du gouvernement, le taux normal de l'impôt sur les sociétés sera abaissé à 25% pour l'ensemble des entreprises. BIC lutte contre les dispositifs hybrides. Certaines situations sont considérées comme des dispositifs hybrides lorsque survient un effet d'asymétrie, c'est-à-dire une déduction d'un paiement sans inclusion correspondante dans le revenu du bénéficiaire de ce paiement ou comme une double déduction entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d'un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité. La LF 2020 prévoit des modalités de neutralisation fiscale en présence d'un dispositif hybride ou d'asymétrie liée à la résidence fiscale. En présence d'une situation de double déduction, la charge ne sera pas admise en déduction des revenus de l'investisseur établi en France lorsque l'investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge. Celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France. Nouveau dispositif de suramortissement. La LF 2020 met en place un premier dispositif de suramortissement qui vise certaines entreprises utilisant des engins non routiers fonctionnant au gazole non routier, GNR, qui investiront dans des engins de substitution. Elles pourront déduire de leurs résultats imposables une somme égale à 40% de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. La déduction sera répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation du bien. Les entreprises qui prendront en location un bien neuf dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont aussi éligibles. Un dispositif identique de suramortissement est réservé aux PME qui distribuent du gazole non routier et qui ne disposent pas d'installation permettant de stocker
et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé. Ces entreprises pourront déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40% de la valeur d'origine, hors frais financiers, des installations neuves de stockage, des matériels de manutention et de distribution de gazole inscrits à l'actif immobilisé qu'elles achèteront à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Il en ira de même pour les biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Soulignons que ces deux nouveaux dispositifs sont des aides d'État et donc soumises au règlement européen relatif aux aides de minimis. Elles sont donc plafonnées au cas par cas. CIR, crédit d'impôt recherche. Pour la détermination du montant des dépenses de fonctionnement exposées depuis le 1er janvier 2020, le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel est ramené de 50 à 43%. Pour les dépenses d'innovation engagées par les PME, le calcul des dépenses de fonctionnement sera déterminé en ramenant également de 50% à 43% le taux forfaitaire afférent aux dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installation pilote de nouveaux produits. La LF 2020 prévoit une limitation dans le temps, puis une suppression des dépenses d'innovation et de nouvelles collections. Ne seront prises en compte que jusqu'au 31 décembre 2022, et puis supprimées, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile, habillement, cuir, ainsi que les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style agréés extérieurs à ces entreprises, et les dépenses d'innovation exposées par les PME au sens européen au titre de la réalisation d'opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature. À noter aussi que l'obligation de produire l'état annexé à la déclaration de CIR décrivant la nature des travaux de recherche en cours est supprimée pour les entreprises ayant moins de 100 millions d'euros de dépenses éligibles. Réforme du régime du mécénat d'entreprise. La LF 2020 prévoit de baisser de 60% à 40% le taux de la réduction d'impôt pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Toutefois, demeurent éligibles à une réduction d'impôt au taux de 60%, quel que soit leur montant, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui s'occupent des personnes en difficulté. Les versements effectués au profit de ces organismes ne sont pas pris en compte pour l'application du seuil de 2 millions d'euros. Lorsque le don en nature prend la forme d'un mécénat de compétences, c'est-à-dire d'une mise à disposition gratuite de salariés de l'entreprise au profit d'un organisme reconnu d'intérêt général, sera retenu dans l'assiette de la réduction d'impôt, pour chaque salarié mis à disposition, la somme des rémunérations versées et charges sociales y afférentes dans la limite de 3 fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale, 40 524 € pour 2019. Pour les sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la LF 2020 prévoit que la réduction d'impôt au titre des versements en faveur du mécénat qu'elles ont effectués sera transférée à leurs associés ou aux membres des groupements au prorata de leurs droits, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation. Le plafond alternatif pour les petites entreprises est porté de 10 000 à 20 000 €.
Transfert d'actifs isolés dans l'UE ou l'EEE. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, la LF 2020 étend le régime d'étalement de l'imposition des plus-values constatées à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs immobilisés de la France vers un État membre de l'Union européenne ou un État de l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, en pratique Norvège, Islande et Liechtenstein. TVA, transposition de la directive européenne sur le commerce électronique. Ces mesures, qui ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2021, prévoient notamment de nouvelles règles pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, la création de l'opération de vente à distance de biens importés, l'extension du champ d'application des guichets uniques existants à tous les services fournis à des non-assujettis établis dans l'Union européenne, ainsi qu'aux ventes intracommunautaires de biens, et la création d'un nouveau guichet pour les ventes à distance de biens importés et d'un régime particulier pour les importations. Opération intracommunautaire. La LF 2020 assure la transposition en droit interne de la directive européenne du 4 décembre 2018 qui a apporté des ajustements au régime de TVA intracommunautaire afin de résoudre certains problèmes spécifiques. Ces mesures se traduisent par un renforcement des conditions pour l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens, une clarification des règles de taxation des opérations en chaîne, la mise en place d'une mesure de simplification pour les stocks sous contrat de dépôt. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux livraisons de biens pour lesquelles le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2020. La LF 2020 prévoit également en matière de TVA les mesures suivantes. Les fonds communs de placement dont la gestion est exonérée de TVA sont redéfinis. Le taux de certaines opérations portant sur les logements locatifs sociaux est ramené à 5,5%. La facturation électronique sera rendue obligatoire à compter de 2023 et une obligation d'information est mise à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques. Impôts locaux. La LF 2020 prévoit la création de nouvelles exonérations facultatives de cotisations économiques territoriales, CET, et de taxes foncières sur les propriétés bâties, en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées et en faveur des activités artisanales ou commerciales situées dans les zones de revitalisation des centres-villes créées par la loi Elan de 2018. La LF 2020 prévoit d'harmoniser le taux de la taxe additionnelle à la CFE qui constitue pour partie la taxe pour frais de CCI. Celui-ci sera fixé au niveau national à 0,8% à compter des impositions établies au titre de 2023. Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE demeure inchangé, 1,73% à compter de 2020. Dispositifs fiscaux concernant les véhicules à moteur. La LF 2020 modifie l'ensemble des dispositifs afférents aux véhicules terrestres à moteur afin, d'une part, d'assurer la bascule vers les nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de dioxyde de carbone et, d'autre part, de réformer les taxes frappant les véhicules dans un but de simplification et de renforcement de leur cohérence sur le plan environnemental. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret
et au plus tard le 1er juillet 2020. Relevons notamment que le plafond de déductibilité de l'amortissement des véhicules de société est révisé pour les véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation. Celui-ci concerne les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l'exception de certains véhicules dont les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à la réglementation européenne. La taxe sur les véhicules de société est allégée pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation. La LF 2020 prévoit une réforme d'ensemble de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et ses taxes additionnelles et du malus annuel. Enfin, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2021, l'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur donnera lieu à 4 taxes. Suppression ou limitation de dispositifs fiscaux inefficients. Voici la liste des principaux dispositifs supprimés ou limités dans le temps par la LF 2020. Limitation du crédit d'impôt famille aux dépenses exposées jusqu'au 31/12/2021. Limitation du crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise aux heures de formation effectuées jusqu'au 31/12/2022. La formalité obligatoire d'enregistrement est supprimée pour les actes suivants établis depuis le 1er janvier 2020. Prorogation de société, dissolution de société, acceptation ou répudiation de succession legs ou communauté, certificat de propriété, inventaire de meubles, titres et papiers et prisés de meubles, procès-verbaux d'adjudication de biens meubles, testament déposé chez les notaires ou reçu par eux. Sont aussi notamment supprimées les taxes et contributions fiscales suivantes pour les actes accomplis depuis le 1er janvier 2020. Droit fixe sur les renonciations pures et simples à succession, legs ou communauté. Droit fixe sur les certificats de propriété. Droit fixe sur les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Droit fixe sur les clôtures d'inventaire. Droit fixe sur les testaments et libéralités soumises à l'événement du décès. Droit fixe sur les acceptations pures et simples de succession, legs ou communauté. Mesures sociales de la LF 2020, taxation des CDD d'usage. La LF 2020 instaure une taxe de 10 € frappant à compter du 1er janvier 2020 la conclusion de tout CDD d'usage, quelle qu'en soit la durée et quel que soit le secteur d'activité dont fait partie l'employeur. La taxe qui sera affectée à l'UNEDIC s'élève à 10 € par contrat et elle est due dès la conclusion de celui-ci. Notez cependant que cette nouvelle taxe ne frappe pas les seuls contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, avec les ouvriers dockers occasionnels, par les associations intermédiaires. Mesures sociales de la LF 2020, recentrage de l'ACRE. Depuis le 1er janvier 2020, l'aide à la création et reprise d'entreprises, ACRE, est recentrée. Elle ne vise désormais que les créateurs et repreneurs d'entreprises, demandeurs d'emploi et assimilés. De plus, la durée du bénéfice de l'ACRE est unifiée à 12 mois. L'ACRE est étendue à certains conjoints collaborateurs. Pourront bénéficier de ce dispositif les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants
ne relevant pas du régime microsocial et bénéficiant de l'ACRE, à l'exclusion de ceux des assurés relevant du régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des avocats ayant opté pour le calcul de leur cotisation sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise avec partage de revenus. Notez que le taux minimal du versement forfaitaire libératoire du régime microsocial est augmenté par la LF 2020 en y intégrant les cotisations de retraite complémentaires. Il est porté de 12,8% à 16,70% pour les micro-entrepreneurs ne relevant pas de la CIPAV. Signalons qu'un décret paru en fin d'année 2019 a opéré une réforme drastique du dispositif de l'ACRE. Ce décret a supprimé la prolongation de l'exonération de cotisations sociales à compter du 1er janvier 2020 pour la deuxième et troisième année d'activité qui étaient jusqu'alors possibles pour les micro-entrepreneurs. Le taux d'exonération de charges sociales est ramené de 75% à 50%. Ces mesures s'appliquent aux micro-entrepreneurs qui créent leur activité à partir du 1er janvier 2020. Quant aux micro-entrepreneurs ayant débuté leur activité avant cette date, ils continuent à bénéficier des dispositions actuellement en vigueur, avec cependant une mesure transitoire concernant les taux d'exonération. En effet, ces derniers sont ramenés à 25% au lieu de 50% et 10% au lieu de 25% pour les nouvelles périodes de 4 trimestres à compter du 1er janvier 2020. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Cette troisième LFSS de la mandature poursuit la mise en œuvre des grands engagements du président de la République en matière de transformation du système de protection sociale et de réduction des impôts pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, tout en récompensant le travail et en protégeant les plus vulnérables. Voici quelques chiffres globaux pour situer cette LFSS 2020 dans le budget national. Les comptes de la sécurité sociale afficheront un déficit de 5,1 milliards d'euros en 2020, compte tenu d'une part d'une révision des perspectives de croissance dans un environnement international moins porteur que prévu, et d'une dégradation plus importante du solde de la branche vieillesse, et aussi du choix qui est fait par le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, notamment par la baisse des prélèvements obligatoires et l'élargissement des droits sociaux. En fait, l'évolution des dépenses de santé atteindra 2,3% en 2020, correspondant à une hausse de 4,6 milliards d'euros des moyens alloués. Le gouvernement confirme enfin l'objectif de l'amortissement de la dette de la sécurité sociale d'ici à 2024. Soyons vigilants sur les dates d'entrée en vigueur des mesures de la LFSS 2020. Certaines sont applicables depuis le 1er janvier 2020, alors que bien d'autres ne seront opérationnelles qu'en 2021, voire en 2022. Prestations sociales, indemnités journalières de maladie. Les indemnités journalières maladie seront calculées de la même manière pour tous les assurés, la majoration pour ceux ayant une famille nombreuse étant supprimée. Ces nouvelles dispositions qui concernent tant les salariés relevant du régime général de sécurité sociale que ceux relevant du régime agricole s'appliqueront aux arrêts maladie prescrits à compter du 1er juillet 2020. Signalons qu'aucun délai de carence n'est appliqué en cas de passage à temps partiel thérapeutique depuis le 1er janvier 2020. Organismes sociaux. La compétence des URSSAF est étendue à de nouvelles cotisations et contributions. Les URSSAF devraient recouvrer les cotisations de retraite complémentaires et les contributions formation à partir de 2022.
Pour la contribution OETH, obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est en principe à partir de 2021 qu'elle sera recouvrée par les URSSAF, mais un report n'est pas exclu. Dématérialisation des échanges entre organismes et employeurs. Dès 2020, tous les employeurs devront régler leurs cotisations et contributions sociales par télépaiement ou virement, les chèques et espèces n'étant plus acceptés par les URSSAF et les caisses de MSA. Les employeurs d'au moins 150 salariés devront récupérer les taux AT-MP sur net.entreprise.fr. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Les employeurs vont à nouveau pouvoir verser la prime Macron en 2020. Le dispositif connaît peu de changements par rapport à sa version issue de la loi Gilets jaunes. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales, la prime doit être versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de cette prime. Notez que les accords d'intéressement conclus pendant cette période pourront porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à 1 an. L'exonération de la prime bénéficie également aux travailleurs handicapés titulaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail et relevant des établissements ou services d'aide par le travail, ESAT. Oui, et rappelons que cette prime Macron ne peut pas se substituer à des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut remplacer aucune augmentation de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, un contrat de travail ou les usages en vigueur de l'entreprise. Absence et congé de proche aidant. Le congé de proche aidant n'est plus soumis à une condition d'ancienneté et ses bénéficiaires pourront être indemnisés par la CAF ou la caisse de MSA à compter du 30 septembre 2020 au plus tard. Soulignons que les montants de l'allocation journalière de proche aidant versés pendant 3 mois maximum seront alignés sur ceux de l'allocation de présence parentale. Elle ne pourra pas être versée aux proches aidants employés en tant qu'aidant familial. Congé de présence parentale. Le congé de présence parentale pourra être fractionné ou pris à temps partiel. Le montant de l'allocation de présence parentale à laquelle les bénéficiaires peuvent prétendre sera modulé en conséquence. Le congé pourra être pris immédiatement en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2020. Lutte contre la fraude. Depuis le 1er janvier 2020, le champ d'application de la modulation des sanctions prévues en cas de travail dissimulé est agrandi. La dérogation à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations est étendue au cas où la dissimulation représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés et la rend applicable aux donneurs d'ordre. La dérogation est désormais inapplicable uniquement lorsque le travail dissimulé concerne un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante. Les pouvoirs des agents de contrôle sont renforcés. Tous les agents de contrôle peuvent désormais effectuer des contrôles pour plusieurs organismes et procéder au contrôle d'une personne morale non inscrite comme employeur auprès d'une URSSAF. Travail indépendant. Déclaration sociale et fiscale des travailleurs indépendants, cotisations. À compter de 2021, les travailleurs indépendants
n'auront plus à souscrire de déclaration sociale de revenus. Leur déclaration fiscale professionnelle s'enrichira des éléments nécessaires au calcul de leur charge sociale. L'administration fiscale communiquera à l'URSSAF les éléments relatifs à l'assiette sociale. Modulation des acomptes de cotisation. L'expérimentation du dispositif dérogatoire de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Activité saisonnière. Depuis le 1er janvier 2020, sauf demande contraire de leur part, les travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière accessoire ne sont pas redevables du paiement des cotisations minimales. Reprise progressive d'activité pendant le congé de maternité. Pour les naissances intervenues depuis le 1er juillet 2019, les travailleuses indépendantes, artisanes, commerçantes, professions libérales, bénéficient comme les autres salariés d'un congé de maternité de 16 semaines, 112 jours au total. La durée minimale du congé est de 8 semaines, dont 2 semaines de congé prénatal. La LFSS 2020 assouplit la date de début de la reprise partielle d'activité. À partir du 1er juillet 2020, celle-ci pourra débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d'interruption d'activité de 8 semaines au minimum et le terme du congé de maternité fixé à 16 semaines ou 112 jours, et non plus seulement tout de suite après la période minimale d'interruption. Notez que les 2 périodes donnant lieu à l'indemnisation partielle devront être de 4 semaines au maximum. Mesures d'aide pour les médecins. Une prise en charge pendant 2 ans des cotisations de médecins s'installant en zone sous-dense est assurée par les caisses d'assurance maladie. Le dispositif de déclaration et paiement des cotisations des médecins remplaçants est amélioré. Les médecins exerçant une activité libérale de remplacement et ou accessoire bénéficient de mesures incitatives, option pour une cotisation proportionnelle à leur revenu d'activité. Accès au travail léger après un AT-MP. La LFSS 2020 aligne enfin le régime du travail léger après un accident du travail ou une maladie professionnelle sur le temps partiel thérapeutique à compter du 1er janvier 2020. Il devient accessible sans arrêt préalable à temps complet et sa rémunération sera simplifiée. Notez au passage que la dénomination travail léger cède la place à celle de travail aménagé ou à temps partiel. Pension d'invalidité. La définition de l'état d'invalidité, devenu obsolète, est actualisée. L'invalidité est désormais définie comme la réduction, dans des proportions déterminées, de la capacité de travail ou de gain de l'assuré, le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération, soumise à cotisations et contributions sociales, qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait, avant la date de l'interruption de travail, suivie d'invalidité, ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Notez que pension d'invalidité et retraite progressive ne peuvent plus se cumuler depuis le 1er janvier 2020. Prestations sociales et pensions. Comme en 2019, les prestations sociales et pensions évolueront moins que l'inflation en 2020, sauf pour les petites pensions et certaines prestations comme l'ASPA. En fait, il y aura une revalorisation de 0,3% pour la plupart des prestations et pensions, soit un niveau bien inférieur à l'inflation. Sont notamment concernés par cette hausse très limitée les pensions de retraite de base et d'invalidité
y compris les majorations accessoires et suppléments hors majoration pour tierces personnes, dont le montant brut global en décembre 2019 excède 2 014 €. Les prestations et allocations familiales, les indemnités en capital et les rentes d'incapacité permanente d'accident du travail et le salaire minimum des rentes, ainsi que la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. Cette revalorisation a pris effet au 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite et d'invalidité et au 1er avril 2020 pour les autres prestations précitées. Soulignons que la loi de finances pour 2020 prévoit également une revalorisation limitée à 0,3% de l'AAH et de la prime d'activité au 1er avril 2020. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, est portée à 903,20 € au 1er janvier 2020. En guise de conclusion de ce premier magazine de l'année, voici quelques chiffres utiles pour 2020. Depuis le 1er janvier 2020, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, est revalorisé de 1,2%, mais sans coup de pouce supplémentaire. Le nouveau montant du SMIC brut horaire est donc porté à 10,15 € au 1er janvier 2020, contre 10,03 € depuis le 1er janvier 2019, soit 1 539,42 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Pour 2020, les valeurs annuelles, mensuelles et journalières du plafond de la sécurité sociale sont respectivement fixées à 41 136 €, 3 428 € et 189 €. Pour 2020, l'avantage en nature repas est de 4,90 € par repas et 9,80 € pour 2 repas. Enfin, rappelons l'entrée en vigueur des modifications issues de la loi Pacte. À partir du 1er janvier 2020, les seuils d'effectifs des entreprises seront regroupés sur 3 niveaux : 11, 50, 250 salariés. Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2020, la loi modifie également le seuil des effectifs des entreprises implantées en zone franche urbaine, ZFU, voulant bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices. 49 salariés maximum et non plus 50 pour les activités créées depuis le 1er janvier 2019. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité et vous souhaitons une excellente année 2020.